Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus dans ce nouveau programme qui vous propose un partage de connaissances sur la cuisine médiévale à travers des mets et des mots. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel. Suite à l'épisode de Covid-19 et à la fermeture de l'université, c'est dans mon salon que nous nous retrouvons et que nous tournons un petit peu cette émission avec les moyens du bord. Et je vous remercie d'ores et déjà pour toute votre indulgence. Alors aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Bruno Loriou, professeur d'histoire du Moyen-Âge de l'alimentation, président de l'IEHCA et responsable du programme Corema, Corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge. Bonjour Fabien et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez été très nombreux à nous dire qu'il y avait trop de barbus dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, mais vraiment l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Bianchi, professeure d'anthropologie à l'Université de Tours et membre du laboratoire CITER. Elle a travaillé notamment sur différentes thématiques liées à l'alimentation, sur le vin, la Mongolie, la Sibérie et bien d'autres. Bonjour Fabien, bonjour Bruno et bonjour à toutes et à tous. Merci. Et moi-même, Fabien Muller, chargé d'enseignement dans le cadre du Master Culture, Patrimoine et Alimentation et chercheur associé au programme Corema. Ayant été confinés pendant 2 mois, je pense que nous avons tous envie de liberté, envie de voyage. Aussi, je me suis demandé comment ou qu'est-ce que l'on pouvait manger lors des déplacements au Moyen-Âge. Pèlerinage, déplacement des populations dues aux guerres, aux maladies, à des faits politiques, des voyages commerciaux, des expéditions militaires. Le Moyen-Âge est vraisemblablement voyageur. Mais cela a-t-il un impact sur l'alimentation des personnes en déplacement ? Est-ce que l'on peut parler de changement de régime alimentaire et est-ce que cela peut-il avoir des conséquences ? Voyage et cuisine. Par l'exemple des déplacements maritimes, on peut associer la problématique des carences alimentaires. Là-dessus, Bruno, il y a déjà eu de nombreux travaux de réaliser. Oui, parce que ça a été une des orientations majeures, on va dire, de l'histoire de l'alimentation à partir des années 1950-1960, dans le cadre de l'école des Annales. On s'est beaucoup intéressé en fait à l'alimentation des collectivités et l'une de celles qu'on pouvait le mieux saisir, c'était effectivement les équipages des navires. Et par conséquent, on a étudié leur alimentation et on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais qu'elles souffraient effectivement de carences liées essentiellement à l'absence de nourriture fraîche et également de certaines vitamines, la vitamine C, donc déclenchant le scorbut. Il ne faut pas oublier que c'est juste après qu'on ait découvert justement les vitamines. C'est-à-dire les vitamines, on commence à en parler à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Donc là, on est vraiment dans cette lignée-là et on aborde cette question des comptabilités à travers cette vision-là. Mais alors, que va-t-on manger? Surtout des mets salés, séchés, de la viande? C'est ça. Alors, beaucoup de mets salés, de la viande salée, ouais. avec des conditions de conservation qui ne sont pas forcément toujours optimales, même si ça se conserve bien. Ça peut être aussi du poisson salé, le hareng, caquet, etc. Et puis, c'est surtout le biscuit de mer. Qu'est-ce que c'est le biscuit de mer? Alors, biscuit, parce qu'il est cuit 2 fois C'est ça, biscoctus, donc il est cuit 2 fois. Donc ça donnait le terme biscuit, ça donnait le terme biscotte. Et donc c'est un pain qui du coup est très dur, donc il faut évidemment amollir avant qu'on le mange, mais qui au bout d'un certain temps également se perd, tout de même. Donc avec des conditions qui ne sont pas terribles. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que tu évoques ça, c'est que au fond, l'industrie du biscuit, cette fois du point de vue pâtissier, on va dire du biscuit sucré, est liée à cette fabrication. On sait par exemple que Nantes, qui était un lieu important pour le commerce et pour le commerce maritime, a été également une ville où on a fabriqué du biscuit, d'abord de mer, puis ensuite du biscuit pâtissier comme on le connaît aujourd'hui, donc aussi bien le Fèvre Utile que la biscuiterie nantaise, BN, donc effectivement ont prospéré sur cette grande tradition. Donc là, Bruno, tu nous disais qu'il y avait une carence en vitamine C qui a mené le scorbut, mais cela dépasse le Moyen-Âge.
Oui, en effet, par exemple, dans les voyages des navigateurs, des explorateurs de l'Antarctique sur lesquels je travaille actuellement, on a vraiment beaucoup de mentions de carences. Pourtant, les voyages sont très préparés, il y a beaucoup d'aliments qui sont apportés, mais on voit les commandants, on va dire, de ces navires parlent du scorbut. Et je pense par exemple à l'expédition de Charcot, qui était le fils du grand neurologue Charcot. Il raconte, il est médecin lui-même, il est commandant de son navire, et il raconte dans une expédition de 1903 que les membres de son équipage commencent à souffrir du scorbut et qu'il va trouver un remède extraordinaire. Il dit on va essayer la viande fraîche, puisque dans le fond, c'est probablement toutes ces conserves qui donnent le scorbut. Il faut qu'on trouve de la viande fraîche. On va tuer quelques phoques ou quelques manchots. On va donner de la viande fraîche à l'équipage. Et il raconte que très très vite, l'état s'améliore et en quelques jours, finalement quelques semaines, on va dire, les gens sont guéris. Et puis dans une autre expédition, il raconte qu'il a fait une provision de citron. Justement, parce qu'il a peur de cette... Et il va donner du citron aux gens de son équipage pour pouvoir lutter contre cette maladie qui est une véritable catastrophe, évidemment, sur ces bateaux qui partent très très longtemps. Oui, les effets du scorbut, c'est quoi? C'est les dents qui se déchaussent? Alors, il y a les dents. C'est la première image qu'on a. Voilà, oui, c'est les dents. Maintenant, quand on regarde ce que dit Charcot, il parle d'une grande fatigue musculaire, de problèmes cardiaques aussi. Les gens deviennent extrêmement pâles, très maigres, ils n'ont plus d'énergie. C'est pour lui le signe de cette atteinte au scorbut. Ouais. Ce qu'il n'appelle d'ailleurs pas le scorbut, il appelle ça l'anémie polaire. D'accord. Effectivement, ça peut être problématique dans des grands voyages, dans des expéditions comme si les marins n'ont plus aucune énergie. Surtout lorsqu'on est dans des climats tellement extrêmes comme celui de l'Antarctique, où ils vont être bloqués dans les glaces pendant des mois et des mois. Donc il faut absolument que les gens aient de l'énergie, sinon ils vont... Et il y a très peu de pertes en réalité, enfin très peu de pertes, excusez-moi, mais il y a peu de membres des équipages qui vont mourir. Hein. Ils trouvent des solutions justement dans cet apport de viande fraîche. Contrairement aux voyages précédents au 19e siècle, fin 18e, en Arctique, là, cette fois, où il y a quand même des gens qui meurent de faim, quoi. Là, ils ont réussi à... Les ravitaillements sont extraordinairement programmés. C'est très bien programmé. C'est vraiment, on a les listes de tout ce qui... Ils partent pour 1 an et ils emportent ou 2 ans et ils emportent beaucoup plus qu'il ne faudrait. Puis en plus, il y a la pêche sur place, il y a la viande qu'on peut trouver, donc ils vont compléter. Mais pour revenir au scorbut, c'est vrai que c'est une maladie qu'ils vont connaître, évidemment. Alors, Isabelle, tout ce que tu me dis, mais moi, je me pose naturellement des questions par rapport au Moyen-Âge. Parce que là, au 19e ou même début 20e siècle, hein, on a peut-être des moyens de mettre en place comme ça des circuits d'approvisionnement ou de ravitaillement. Mais qu'en était-il, par exemple, au Moyen-Âge? Donc là, je vais peut-être m'adresser à Bruno. Hein, C'est une bonne idée. Mais voilà, il y a différents types de voyageurs. Ou de voyages. Les expéditions militaires sont un type de voyage. Et que pouvait manger le soldat en campagne? Je pense à la tapisserie de Bayeux, où l'on voit une des scènes qui décrit précisément un banquet donné par le duc Guillaume en Angleterre, réalisé par son serviteur Wadard, enfin serviteur en chevalier, Wadard, qui supervise le festin, et qui serait constitué de viande, de poisson. On voit un homme qui grille des petites boulettes de viande sur une table à feu. On a même parlé de kebab au XIe siècle. Au XIe siècle. Kebab de Hastings. Mais on y voit des brochettes également, on y voit une viande qui rôtit sur un trépied. Voilà. Donc... C'est un peu exceptionnel, j'ai l'impression ça. C'est un festin, effectivement, de cour en campagne, quoi. Voilà. Mais alors, toutes ces armées en campagne, bon, parce qu'il n'y a pas eu que l'expédition normande,
On est dans un Moyen-Âge guerrier. Enfin, Oui. on est face à des populations belligérantes qui se déplacent en permanence. Comment vont-elles se ravitailler? Est-ce que là aussi, elles ont un package de provisions préparées, séchées? Est-ce qu'elles se nourrissent sur le tas par des pillages ou autres exactions? Comment tout cela peut se passer? Très vraisemblablement sur le tas, en effet. Donc, ça, on a de multiples témoignages. Évidemment, on n'a pas de comptabilité, ça va de soi. Mais par contre, on a des comptabilités pour les garnisons qui sont assiégées. Ça, on sait assez bien. On a notamment des comptabilités pour Calais, qui était donc la place forte anglaise en territoire français, qui a été régulièrement soumise évidemment au siège. Et donc voilà, on a des indications. C'est de la nourriture de collectivité, donc il y a pas mal effectivement de produits de conserve, même s'ils ne sont pas des produits apertisés, mais c'est de la viande fumée ou de la viande salée, etc. On a un peu la même nourriture que les marins, grosso modo, avec du pain aussi un peu durci, donc sous forme de biscuits, on va dire. C'est pas une nourriture très variée, et de fait, les populations assiégées ou les populations qui font le siège sont l'une et l'autre soumises à des affections de carence, des maladies de carence, du type en effet scorbut, classiquement. Et alors, donc là, dans le cadre d'une garnison assiégée, mais dans le cadre d'un déplacement en campagne, est-ce que les militaires, les soldats se déplacent avec du matériel de cuisine pour... Là, très franchement, on n'a pas de source. On n'a pas de source. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Enfin, en tout cas, moi, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, là. On n'a vraiment pas de source. Donc, l'image que tu évoques, là, est sans doute l'image d'un banquet. Donc, effectivement, même si c'est un banquet, effectivement, en déplacement, c'est pas rare, les banquets en déplacement. La cour bouge beaucoup. C'est un élément aussi de voyage, d'une certaine manière. D'accord. Et alors Isabelle, toi qui as travaillé sur les populations nomades, et notamment en Mongolie, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre les populations du Moyen-Âge et les populations et les peuples nomades actuels? Je pense notamment à cet attirail culinaire que l'on emmènerait avec soi. Un attirail culinaire, il y en a un. À l'évidence, quand on nomadise, il faut pouvoir se préparer à manger là où on va s'installer. Maintenant, je pense que c'est un attirail qui est très léger, qui est transportable, qui est vraiment, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il y a le chaudron, le foyer qui vient dans la yourte sur lequel on fait cuire les aliments. À l'intérieur de la yourte? Oui. D'accord. Il y a le foyer, qui était un foyer en trépied, qui aujourd'hui est différent, mais qui est un foyer en trépied. Il y a le chaudron qui vient dessus, il y a quelques bols, il y a des éléments qui sont nécessaires pour manger, mais c'est à peu près tout. D'accord. Et donc du coup, la yourte est le lieu de vie, en définitive. C'est-à-dire, on cuisine dans la yourte, on mange dans la yourte, on dort. Le fait d'y cuisiner, je pense que ça réchauffe également le lieu. Exactement. Tout se passe dans la yourte, c'est le centre de vie. D'ailleurs, le foyer, c'est le centre de la yourte. C'est-à-dire que c'est l'élément, tout comme l'anneau de compression qui est au-dessus de la yourte, et le foyer se trouve en dessous, c'est l'élément central de la maison. C'est là que tout se passe. C'est là que d'ailleurs le lieu, c'est le lieu d'ascension des esprits, qui va de là. Le foyer, c'est l'esprit du foyer, et l'esprit le plus important de la maison, c'est celui. Voilà, le foyer, c'est celui que la belle-fille allume le jour où elle vient s'installer dans la maison de son nouveau mari, etc. Donc le foyer, c'est l'élément, disons, le plus important, là où on va faire le feu. Après, pour le matériel, il y a très peu de choses, en fait, parce qu'il faut pouvoir se déplacer régulièrement, et que ça ne soit pas trop encombrant. Et alors, dans les populations qui se déplacent aussi, Bruno, tout ce qui est
commerçants, négociants, ou eux, on imagine, peut-être comme les militaires également, qu'ils ont des chariots avec tout le matériel, avec plein de choses. Comment est-ce que ça se passe pour eux? Est-ce que effectivement, ils chassent, ils cuisinent, ils achètent des denrées, ou est-ce qu'ils fréquentent, je ne sais pas, les tavernes? Est-ce qu'ils font des achats au jour le jour? Oui, certainement, oui. Ils fréquentent les établissements qui servent à manger, que ce soit les tavernes, les auberges. On n'a pas beaucoup de renseignements là-dessus, précis, je veux dire. Hein. On sait que c'est un phénomène qui existe, bien entendu. On a quelques comptabilités, donc assez tardives du XVe siècle, où on peut savoir effectivement quel genre d'aliments, non pas sont servis dans les auberges, mais sont montés aux clients dans leur chambre, parce que c'est les clients qui veulent justement bénéficier d'un service spécial. Donc, du coup, il y a une comptabilité spéciale qui a été conservée, c'est le cas notamment à Aix-en-Provence, sur lequel il y a eu plusieurs études de fait. Il existe la possibilité de manger à l'extérieur au Moyen-Âge. Hein. On a souvent un peu des idées comme quoi les restaurants, ça arrive seulement à la Révolution française. En fait, il y a déjà des établissements où on peut manger. Donc il y a ça. Et puis il y a quelques textes qui évoquent aussi le fait que les marchands se préparent eux-mêmes à manger. Par exemple, on a une petite recette insérée dans un manuel commercial du XIVe siècle où on vous explique comment préparer des pâtes comme ça, un peu en déplacement. Les Italiens, je rappelle, dès le XIVe et le XVe siècle, même dès le XIIIe, sont des grands amateurs de pâtes. Hein, c'est pas donc. Oui, voilà. Hein, l'image d'Épinal, qu'elle viendrait de Chine, aurait été. Non, même avant, bien avant le XIIIe siècle. Ouais. Et donc, ces marchands italiens parviennent à se confectionner vite fait des pâtes lors de leur transport. Et effectivement, on comprend assez parce que les pâtes, ça peut être aussi conservé. Et donc facilement ensuite, en les faisant sécher. Exactement, la pasta asciutta existe dès le Moyen-Âge. Donc il y a cette thématique-là, cette orientation, ce domaine-là, disons, des nourritures de voyage. C'est quelque chose que finalement les historiens n'ont pas tellement travaillé. Ça va venir peut-être. Hein, donc, on a même un livre de cuisine qui s'appelle, qui a dans son titre le fait d'utiliser des mets de voyage, viaticorum. Le modus viaticorum, effectivement. Oui. Alors on sent bien que vraiment les aliments de voyage sont des aliments séchés, que ce soit des viandes, que ce soit des poissons, éventuellement des légumes ou là des pâtes. Hein. Mais le mode de conservation, c'est important. Mais il y a aussi le volume, parce que quand on voyage, il faut que ça ne prenne pas trop de place. Et ça me fait penser justement au sujet des pâtes, un récit de voyage d'un explorateur belge qui part en 1902 ou 1903, je ne sais plus, aussi en Antarctique, et qui se pose vraiment la question dans son récit, est-ce que je vais prendre des spaghettis ou des macaronis? Parce qu'il faut que j'emporte des pâtes. Et finalement, après beaucoup de calculs, il dit ça va être des spaghettis, parce que pour 16 caisses, on va dire, de spaghettis correspondent à 24 caisses de macaroni, si on regarde ce que je vais pouvoir en faire. Donc il est évident que le spaghetti prend moins de place, il nourrit, et voilà, donc c'est important, c'est très important pour les voyages, évidemment, pour le ravitaillement, il faut que ça ne prenne pas trop de place, voilà, c'est aussi un des critères. Parmi toutes les populations en mouvement, il y a également les ambassades, les voyages diplomatiques. On imagine fort bien qu'au Moyen-Âge, on ne pouvait pas faire de visioconférence. Et du coup, chaque rencontre, chaque entrevue, ça pouvait être une véritable expédition. Surtout quand les expéditions sont très lointaines, parce que, au fond, la diplomatie, c'est un des éléments caractéristiques des principes du voyage, c'est-à-dire la rencontre de l'autre. Dans la diplomatie, on doit même négocier avec l'autre. Donc il faut le connaître, et un des moyens de le connaître, c'est aussi de le connaître à travers son alimentation. Et dès le XIIIe siècle, on a comme ça des voyages assez lointains, d'ailleurs jusqu'en Mongolie, en fait. Oui, tout donc à fait. je suppose que, Isabelle, tu connais je ne suis pas une spécialiste du Moyen-Âge, mais c'est vrai que quand on travaille sur la Mongolie, on ne peut pas faire l'économie de la lecture des
des personnages qui ont écrit au XIIIe siècle, parce que le XIIIe siècle c'est quand même important, c'est vrai que Gengis Khan a effrayé toutes nos sociétés occidentales, et on va envoyer des émissaires pour aller négocier, parce qu'on a peur, on voudrait à la fois avoir la paix, et puis on voudrait aussi convertir ces gens qui sont... Oui, en faire des alliés, contre les musulmans. Oui, contre les musulmans, tout à fait. Donc il y a des expéditions qui vont se faire. La première, je crois que c'est Jean de Plancarpin, qui est un franciscain italien envoyé par le pape Innocent IV, qui va arriver jusqu'en Mongolie. La seconde, à peine 4-5 ans ou 3-4 ans après, enfin c'est vraiment dans un mouchoir de poche les années, c'est Guillaume de Rubruck, j'ai apporté ici son ouvrage, qui Voyage dans l'Empire mongol. Guillaume de Rubruck, il y aura ensuite Marco Polo, voilà. Mais et chacun va raconter. Enfin, Guillaume de Rubruck, quand il est envoyé, lui, c'est un franciscain qui est originaire de la Flandre française, et il est envoyé par Saint-Louis, qui est son ami. C'est pas vraiment un diplomate, c'est quelqu'un qui a envie de partir, en fait, et il va aider par Saint-Louis, aller jusqu'à Karakorum pour rencontrer le grand Khan. Et il raconte, au retour de son voyage, il écrit une lettre à Saint-Louis. Alors, comme tu dis, il n'y a pas de vidéoconférence. Il y a une lettre de 169 pages, hein, c'est extraordinaire, dans laquelle il relate, mais vraiment à la manière d'un ethnographe, on va dire, tout ce qu'il a vécu. Et en particulier, on a des descriptions extrêmement minutieuses de toute l'alimentation. Et là, on voit que c'est un voyage dans lequel... Et pour lui, comme pour Plancarpin ou d'autres, ce ne sont pas des gens qui vont emporter avec eux de la nourriture. Ils vont manger, ils vont être accueillis, et chaque fois là où ils vont passer, ils vont manger comme les gens. Rubruck raconte, il part de Constantinople, il raconte qu'il va emporter quelque chose, mais c'est pour des cadeaux. Il emporte du vin, il emporte des fruits secs, parce qu'il va offrir. Ça, c'est pas pour sa consommation personnelle. La consommation personnelle, elle est faite là où on se trouve, on mange. Et il décrit comment les populations qu'il rencontre font cuire le mouton, préparent le lait de jument. Il y a des descriptions dans votre ouvrage ? Il y a des descriptions, j'en ai une qui est extraordinaire. Mais oui, mais tout le livre. Ouais. Alors j'en avais relevé une là pour aujourd'hui, parce que je m'étais dit que c'était vraiment... ça illustrait bien. Il dit par exemple... À propos de leur nourriture et victuailles, en parlant des Mongols, vous saurez qu'ils mangent indifféremment la viande des bêtes mortes ou tuées. Toutefois, en été, tant qu'ils ont du komos, c'est-à-dire du lait de jument, qu'on appelle le kumis, ils ne se préoccupent d'aucune autre nourriture. D'où, s'il arrive que meure un bœuf ou un cheval, ils sèchent la viande, ils la débitent en tranches minces qu'ils suspendent en les exposant au soleil et au vent, de telle sorte qu'elle sèche aussitôt sans sel et sans dégager la moindre odeur. Avec les intestins des chevaux, ils font des andouilles meilleures que celles de porc et ils les mangent fraîches. Les autres viandes, ils les gardent pour l'hiver. De la viande d'un seul mouton, ils nourrissent 50 à 100 hommes. En effet, ils la coupent menue dans une écuelle avec du sel et de l'eau. Ils ne font pas d'autre sauce, avec une petite fourchette qu'ils fabriquent à cet usage, du genre de celle que nous utilisons pour manger des poires ou les pommes cuites au vin, ou avec la pointe d'un couteau. Ils offrent à chacun une bouchée ou deux selon le nombre de convives, etc. Ensuite, il explique aussi comment on fabrique le kumis, le fameux lait de jument de ces populations nomades. Et voilà, donc on a des descriptions sur des pages et des pages, vraiment à la manière ethnographique, de la manière, et souvent sans jugement. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire chez Rubruck, c'est qu'il entre vraiment dans la logique des gens qu'il rencontre. Alors parfois il dit c'est pas très bon, mais à la longue on s'y fait, quoi, on se fait au goût, etc. Mais c'est une description objective, on dirait. Parfois il y a quelques éléments où il fait un parallèle quand il parle de ses pommes cuites. C'est ça, mais c'est très intéressant parce que on retrouve une question classique en histoire de l'alimentation qui est celle de la fourchette, donc, dont on sait qu'elle n'a pas été utilisée pour les manières de table avant longtemps. Les premières tentatives au XVIe siècle ont été assez limitées. C'est guère avant le XVIIe, voire le XVIIIe, que ça devient un objet courant. Par contre, on s'en sert pour manger des fruits, en effet, des fruits cuits
sucré, etc. Ah oui, donc et là, on voit la comparaison. C'est ça ce qui est intéressant dans la diplomatie, si je peux me permettre. Hein. C'est que, et d'ailleurs dans le voyage en général, le déplacement, c'est que c'est un rapport à l'autre. Oui, et c'est-à-dire qu'on observe les coutumes de l'autre, mais en même temps, ces coutumes des autres servent aussi à définir les nôtres. C'est ça, c'est cette sorte de dialectique qui est très importante. Et dans les fêtes, en effet, là, on peut prendre des parallèles peut-être qui sont implicites, qui ne sont pas vus directement par Rubruck, mais quand il dit qu'il mange de la viande morte, il touche un interdit important en Occident qui est qu'on ne mange pas de charogne. Donc on ne mange pas de viande qui est naturellement, qui n'a pas été abattue. Et deuxième, oui, c'est ça, qui n'a pas été abattue. Et deuxièmement, il y a la question de l'hypophagie. Donc, qui n'est pas un interdit en Occident, mais qui est quand même quelque chose qui n'est pas courant. Voilà. Et donc là, on voit que sans le dire, il pointe quelque chose qui, chez lui, enfin, qui est important pour lui. Qui l'a marqué aussi. Voilà, c'est ce qui est important. Je trouve intéressant aussi le fait qu'ils fabriquent leurs ustensiles pour manger sur place. Donc on imagine là, c'est dans le cadre de fourchettes ou de petits pics qui doivent, avec leur couteau, couper un morceau de branche pour faire manger, mais qui ne conservent pas, quoi. Il y a aussi cette notion de limiter peut-être tout le matériel culinaire. Sans doute. Ou les accessoires de table. Oui, sans doute. Alors, revenons sur nos voyageurs. Le pèlerinage également a une grande importance au Moyen-Âge. Et on a un guide du pèlerin, le Codex Calixtinus, écrit autour de 1140, au milieu du XIIe siècle, guide du pèlerin pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors là, je vais vous faire lecture à mon tour d'un chapitre, au chapitre 6. Donc voilà, je vous lis le passage et puis après, je vais vous demander de le commenter si vous voulez bien. Toutes les rivières qu'on rencontre d'Estella à Logroño, donc on est en Espagne, sont impropres à la boisson humaine et animale. Et il ne faut pas manger de leurs poissons. Si tu manges en Espagne ou en Galice du poisson appelé vulgairement barbeau, ou que les Poitevins appellent alose et les Italiens clipia, ou l'anguille ou la tanche, à coup sûr, tu tombes immédiatement malade et mort. Et si par hasard quelqu'un en a mangé et n'a pas été malade, c'est soit qu'il était en meilleure santé que les autres, soit qu'il vivait depuis longtemps par ici. Tous les poissons et viandes de bœuf et porc en Espagne et Galice rendent malades les étrangers. Alors là, c'est quand même des conseils remarquables. On voit que dans les populations autochtones, il y a une certaine résistance aux bactéries, ce que je peux comprendre. Aujourd'hui encore, je ne sais pas, quand on va en Afrique ou en Asie, on évite de boire de l'eau qui ne serait pas en bouteille. Mais là, ici, on déconseille également de manger les viandes ou les poissons qui pourraient être cuits et donc débarrassés de... Oui, je ne sais pas si dans le nord de la France c'est mieux, ni en Angleterre, ni en Allemagne. Là aussi, on a un peu des stéréotypes, il faut faire attention, stéréotypes un peu nationaux, régionaux, etc. Ceci étant, c'est vrai qu'il devait y avoir des phénomènes, comme tu le dis, analogues à ceux qu'on connaît aujourd'hui. On pourrait dire des touristas, quoi. Donc voilà, même si le but, c'est pas le touriste. Alors, les guides de pèlerins, c'est intéressant, parce qu'effectivement, là, celui-là, en tout cas, est très précis sur ces questions-là. Il va même décrire, par exemple, le fait que les Gascons mangent du millet à l'époque. Plus tard, ça sera des amateurs de maïs, après la découverte de l'Amérique. Là, c'est des amateurs de millet. Donc, ils ont une nourriture qui paraît très différente des autres, d'après cet auteur du guide du pèlerin, qui est de loin le plus précis. Il y en a d'autres qui sont nettement moins précis. Moi, j'ai peut-être une question. Tout à l'heure, je ne suis pas historienne, donc je rappelle que mes questions sont peut-être un peu naïves, mais le pèlerin, quand il part comme ça en pèlerinage, dans le fond, c'est moins peut-être pour rencontrer l'autre que pour accéder à un but qui est celui de sa prière. Enfin bon, et c'est peut-être différent, par exemple, des voyageurs dont on a parlé tout à l'heure, qui, eux, vont découvrir, vraiment, ils sont dans la recherche. C'est volontaire, ils partent dans la... C'est une découverte d'une culture et d'un univers. Le pèlerin, est-ce qu'il part au Moyen-Âge découvrir une autre culture ou est-ce que c'est... Non, franchement, non. C'est pas ça. Et c'est souvent, le pèlerinage est une obligation.
Oui, Donc, en plus, c'est une pénitence. obligation. Oui. C'est une pénitence. Donc, bon, Un c'est pas choix. toujours un choix. Oui, c'est ça. C'est pas toujours un choix. Ceci étant, au passage, autant que ça se passe le mieux possible, quoi. Voilà. Et de toute façon, on est obligé de s'alimenter, parce que sinon on n'arrive pas au bout du chemin. C'est ça. Et, c'est voilà, ça. et la question est toujours comment on va s'alimenter. Donc, dans un autre chapitre, dans le chapitre 7, on nous décrit les richesses de la province de Galice, et notamment les ressources alimentaires que l'on y trouve. Donc on imagine que le pèlerin se nourrit de ce qu'il trouve en chemin, mais une fois de plus, alors Isabelle, tu as répondu un petit peu tout à l'heure déjà sur les possibilités de cuisiner. C'est vrai que ça dépend, ça nécessite une intendance. Et quand on voyage avec seulement son burdon, son pétase et sa besace, que va-t-on amener aussi pour pouvoir cuisiner? Donc là, ça reste une question sur laquelle je ne sais pas si on a de réelles réponses, mais une fois de plus, je pense que pour le pèlerin, il y a peut-être d'autres moyens de subsistance que de chasser, de pêcher et de faire sa propre cuisine. Ah oui, non, oui. Ça peut arriver quand même, je pense. Voilà, ça peut arriver. Mais bon. Une fois de plus, les tavernes ou les auberges, peut-être les monastères également, qui accueillent les pèlerins. Oui, bien sûr, les monastères. La Paradieu. Oui. Même ce qu'on appelle les hôpitaux en général, donc où il y a à la fois des malades, des pauvres et des pèlerins. On va trouver justement dans ces récits de pèlerinage des rencontres avec des personnes tout à fait ordinaires qui sont eux-mêmes des croyants et qui vont héberger, nourrir, enfin qui ont une obligation peut-être même d'héberger ou de nourrir le pèlerin. Alors on nous parle des différentes étapes avec les lieux à visiter, mais on peut avoir aussi des indications sur un peu les bonnes adresses, ce qui a fait que certains se sont un peu amusés à dire que c'était le guide Michelin du Moyen-Âge. C'est très exagéré, j'en peux plus, parce que c'est pas ça du tout. Voilà, non, on n'y est pas, mais il y a des indications un peu de manière générale. Oui, c'est ethnographique par contre, on peut dire, c'est vraiment pour comprendre, c'est pas le seul texte, il y en a d'autres qui ne relèvent pas des pèlerinages, on n'en a pas parlé, mais il y a par exemple le héros Berry qui visite toute l'Europe, lui d'un point de vue militaire, puisque c'est un héros d'armes, donc il est chargé d'identifier les combattants, et par conséquent il accompagne le roi dans ses déplacements militaires, en l'occurrence Charles VII, et du coup il fait une véritable carte alimentaire, on va dire, de l'Europe, dans laquelle il identifie les ressources de telle ou telle région, parce que c'est un besoin vital pour les armées, et en même temps, à l'occasion, les dérogeances, en quelque sorte, au modèle que tu évoquais tout à l'heure, de pain, vin, et je ne sais plus le troisième. Oui, la trilogie pain, viande, vin. Non, pain, viande, vin. Et effectivement, il note dans chaque région que voilà, il y a de la viande, il y a du pain, il y a du vin. Puis dans d'autres, non, c'est pas la même chose. Par exemple, en Europe du Nord, c'est de la bière. En Galice, que tu évoquais tout à l'heure, c'est du cidre. C'est pas la même chose. Quand on regarde le pain, en Charente, c'est du pain salé, parce que le pain médiéval n'est pas salé en général. Mais en Charente, il l'est. Enfin, Saintonge, quoi. Et puis, dans le sud-ouest, c'est du pain de millet, c'est pas du pain de froment. Donc, il faut que les gens s'attendent à avoir une nourriture un peu différente, qui va obliger peut-être l'intendance à agir différemment. Mais en creux, s'adapter aux ressources locales. C'est ça. Ou emmener des approvisionnements conséquents qui permettent d'avoir le même genre de nourriture à long cours. Donc c'est toujours la même chose, c'est en creux qu'on voit ce qui est le modèle alimentaire différent, le voyage étant l'expérience, me semble-t-il, de l'altérité alimentaire. Alors, c'est intéressant parce qu'on a aujourd'hui, au XXIe siècle, on a aussi des modes comportementaux complètement différents. Moi, personnellement, quand je vais à l'étranger, la chose qui m'intéresse le plus, quasiment, c'est d'aller manger toutes les spécificités locales. Je vois, il y a d'autres types de populations, parce que c'est d'autres cultures, mais quand les Hollandais, par exemple, viennent en France, ils amènent tout
ils emmènent tous leurs produits à eux. Donc, bon, c'est pas de commentaire. non, mais dans le sud-ouest, je sais que c'est assez problématique parce que les commerçants locaux ne profitent pas de cette manne touristique. Parce que souvent, les Hollandais ou les Anglais, ils achètent des résidences secondaires, donc ils ne sont pas là toute l'année. Et quand ils viennent, ils font très peu les courses sur place. Donc là, ce sont des problématiques économiques, mais qui traduisent aussi des comportements différents. Mais ça se pose aussi en matière, pour revenir sur la diplomatie, je suis désolé, on revient en arrière, mais c'est pas grave. Tout est lié de toute façon. Voilà, c'est une question qui se pose constamment pour la diplomatie, mais depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, quand on reçoit un souverain étranger, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui sert les plats à la mode de son pays? En prenant le risque de... Voilà, mais pour lui faire plaisir, en quelque sorte. Ou est-ce qu'on lui sert les plats qui nous sont propres au nom d'une certaine supériorité, presque dans la problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui la gastrodiplomatie, qui consiste à utiliser l'alimentation voilà, pour faire avancer politiquement, voilà, pour rayonner, voilà, exactement. Et ça, c'est une question qui se pose dès le Moyen-Âge. Donc on voit qu'il y a une continuité. Mais parmi les autres pistes, on a également Pantaleone de Confienza. Ah oui. Alors Pantaleone da Confienza, c'est un médecin. C'est un médecin d'origine piémontaise qui est au service du duc de Savoie. Donc là, on se trouve vers 1450-1470. Et c'est intéressant parce que c'est le premier auteur qui nous donne une idée de la diversité des fromages dans l'Occident. Donc il visite beaucoup de pays, il goûte les fromages et en quelque sorte il les classe, je dirais pas qu'il les note pratiquement, en disant celui-là il est bon, celui-là il est vraiment très mauvais et celui-là il est moyen. Alors ça ne vous surprendra pas, mais il trouve tous les fromages anglais, bon ça ne nous surprendra pas si, parce qu'aujourd'hui on a de très bons fromages anglais, mais bon, il trouve tous les fromages anglais mauvais, par exemple. Il trouve les fromages du nord de la Loire plutôt pas très bons, sauf quelques-uns, le brie par exemple. Et puis un fromage, puisqu'on est à Tours, un fromage tout proche, à Bray-et-Mont, donc vraiment dans les Varennes de Tours, on trouve un fromage excellent, d'une grande réputation, nous dit-il. Il a goûté ces fromages. On a là une véritable géographie des fromages qui correspond grosso modo à la géographie des fromages actuels. On a des fromages connus à l'international, le Parme déjà, donc le Brie aussi, puis un fromage qu'on a dans le Velay, autour du Puy, qui s'appelle le Craponne, qui est une véritable star internationale qu'on fait venir à des centaines de kilomètres pour utiliser dans la cuisine, parce que dans la nourriture aristocratique, le fromage, ça ne se mange pas en tant que tel, ça se mange à l'intérieur de la cuisine. Cuisiner. Dans des plats, oui, cuisiner. Dans des tourtes, dans des pâtés, dans des choses comme ça. Oui, Bruno, tu parles du goût, tu dis qu'on a déjà à ce moment-là une géographie. Mais alors ça veut dire que ce goût qui est décrit à ce moment-là, ça renvoie au goût qu'on a aujourd'hui, enfin, pas forcément, par exemple, la distinction qu'il fait entre les fromages, c'est pas tellement qu'ils sont, par exemple, de chèvre ou de vache, ou ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est leur consistance crémeuse. Un fromage, bon, c'est du bon sens, ça ne doit pas être trop sec, ça doit être crémeux. Donc voilà. Certaines régions, nous dit-il, font du mauvais fromage ou pas de fromage du tout, parce que justement, elles ne conservent pas la crème pour faire le fromage, mais elles l'utilisent par exemple pour faire le beurre. C'est le cas des Bretons. Et il dit en Bretagne, vraiment, il n'y a aucun fromage. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, des fromages bretons. Voilà une espèce de tradition ancienne. Voilà. Alors, donc, les bons fromages, c'est les fromages crémeux. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin, si tu veux. Oui, donc du coup, ce n'est pas le goût qu'on a aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on peut trouver du goût à un fromage sec aujourd'hui. Absolument. Oui. Tout à fait. Ouais, de toute façon, cette notion de goût, est très subjective, parce qu'on n'a pas d'outils pour retrouver le goût du Moyen-Âge. Mais par contre, la carte, c'est bien la même. C'est la même. C'est avec les déserts fromagers, le sud-ouest, la Bretagne, voilà. Et à quelle période ça devient un élément du repas, le fromage? Ah, ça devient un élément du repas, ça c'est assez tard. Oui. Ça c'est assez tard, c'est fin 18e, 19e.
pas avant. Hein. Avant, on ne l'utilise qu'en cuisine. Bah plutôt, oui. Ah, ouais. tiens. Sauf dans les milieux populaires, bien sûr, hein, qui utilisent le fromage tous les jours. Mais justement, c'est considéré comme une nourriture un peu, voilà. Et peut-être en voyage, parce que et sans doute en voyage, il peut ouais. se conserve. conserver et peut-être C'est transporter. possible, c'est possible. Alors, Isabelle, on va parler maintenant de toute autre chose, la séquence littérature. Donc la raison pour laquelle on t'a fait venir aujourd'hui, outre le fait que tu ne sois pas barbu, c'est que tu as co-dirigé le livre Nomadic Food, paru en 2019 chez Ronan et Littlefeld. Est-ce que tu peux nous présenter ce livre en quelques mots? En quelques mots, oui, bien sûr. Je te débarrasse. Donc oui, le voilà. Donc ça c'est, je le montre, le livre qui a été dirigé avec notre collègue Jean-Pierre Williot, qui était à l'époque le directeur du laboratoire, enfin de l'équipe alimentation, qui était une équipe de recherche qui était à l'université de Tours. Et en fait, c'est une idée qui m'est venue un peu bizarrement, comme souvent quand je me promène au bord de la Loire, disant mais c'est bizarre, on parle toujours on ne parle que de nomadisme, les téléphones nomades, tout est nomade, le travail est nomade, on mange nomade. Et pourtant, les nomades chez qui je travaille depuis presque 25 ans, je dirais qu'il n'y a pas plus sédentaire qu'un nomade en fait. Et le nomade bouge pour, évidemment, amener ses troupeaux, paître, trouver de nouvelles ressources. Mais lui, il est très casanier, en fait. Et je n'ai jamais vu un nomade manger tout seul, comme ça, en se promenant dans la steppe. On mange dans sa maison et on mange en compagnie. Alors, voilà, l'idée, c'était nomadic food. On pourrait imaginer, réfléchir à ce que c'est que cette nourriture nomade, à ce terme qui est dans nos vocabulaires, qui est devenu tout à fait courant, mais qui ne correspond pas à ce que c'est au nomadisme. Donc j'en ai parlé avec Jean-Pierre Williot, qui était le directeur de leur centre à l'époque, et qui a été emballé par l'idée, et qui m'a dit ah bah oui, c'est une super idée, on va faire un bouquin là-dessus. Il y a plein de gens qui travaillent sur la street food, il y a toute une série de concepts comme ça qui sont nés. Et on a rassemblé un certain nombre d'auteurs. L'idée, c'était de faire quelque chose à la fois d'anthropologique et d'historique. On voulait avoir des chercheurs des deux disciplines et qui nous racontent un peu leurs expériences à travers la littérature ou à travers leur terrain, de ce que l'on pouvait voir sous le terme de nourriture nomade. Alors, disons que le livre, nous avons essayé de collaborer avec des personnes que l'on connaissait déjà, qui étaient déjà rattachées à l'université de Tours, qui collaboraient avec l'IEHCA, qui étaient vraiment des gens du réseau, de nos partenaires, voilà. Un certain nombre ont répondu présent. Et le livre s'est construit, on va dire, autour de 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est qu'est-ce que c'est que l'alimentation chez les peuples nomades? Normal. Donc on a demandé à des spécialistes des peuples nomades de nous parler de leur terrain de recherche. La deuxième thématique s'est construite autour des recherches qui portait sur la mobilité, l'alimentation en situation de mobilité. Alors, ça pouvait prendre diverses formes. Ça pouvait être le tourisme, ça peut être les voyages, ça aurait pu être les voyages diplomatiques, comment on fait quand on se déplace pour manger. Et la troisième partie s'est construite autour de l'imaginaire du nomadisme et de l'alimentation en lien avec la mobilité, on va dire. Finalement, le terme de mobilité que je viens d'utiliser, c'est un peu le fil conducteur de toutes ces recherches. Quand on se déplace, comment on mange? Alors on a, je ne sais pas si je peux présenter quelques textes. Donc moi j'ai fait une introduction qui était intitulée « Du nom à l'adjectif », c'est-à-dire j'essaye de déconstruire justement cette notion de nomadisme. Comment on est parlé d'une alimentation des nomades à une alimentation nomade. Voilà, donc ça c'était le départ.
Après, on a par exemple un magnifique terrain aussi en Mongolie d'une chercheuse qui s'appelle Sandrine Ruhlmann, dont j'ai apporté d'ailleurs un autre ouvrage qui est paru en 2015, qui s'appelle L'appel du bonheur, le partage alimentaire mongol. Sandrine Ruhlmann s'est intéressée aux outils, justement aux instruments, à la culture matérielle. Qu'est-ce qu'on emporte, de quoi on a besoin quand on est nomade, et elle montre bien qu'il faut vraiment à la fois être hyper léger, que ce soit transportable, que ce ne soit pas encombrant, etc. Bon. D'ailleurs, elle avait fait aussi, si je peux me permettre de faire de la publicité pour Sandrine Ruhlmann, parce que vraiment, je trouve qu'elle fait des très belles choses. Elle avait fait aussi un très bel article, alors par contre, je ne sais plus où il a été publié, sur une forme de gâteau que les nomades font, qu'on appelle les gâteaux semelles, les Kevin-Bof. C'est un gâteau semelle, parce qu'il a une forme de semelle, et que l'on fabrique au moment du Nouvel An chez les éleveurs mongols. On fabrique ce gâteau, on le fait c'est de la farine et de l'eau, on le fait frire dans de la graisse de mouton. C'est la seule fois où on fait frire un gâteau dans de la graisse de mouton, parce que ça n'arrive jamais. Mais le mouton est un vrai symbole de prospérité chez les Mongols, la graisse de mouton. Donc on le fait frire et ensuite on le distribue aux nomades qui vont venir vous rendre visite au moment du Nouvel An pour vous souhaiter la bonne année. Donc c'est un partage, hein, chacun repart avec un gâteau semelle, et plus on a fait de gâteaux semelles, et plus on est une famille importante, et donc l'idée du gâteau semelle, c'est de compter les pas des voyageurs dans la neige qui sont venus vous rendre visite. Donc c'était une très très belle idée d'article, parce que ces gâteaux, on les trouve dans toutes les yourtes. Est-ce que je peux poser une question? La graisse de mouton, c'est la graisse de queue de mouton ou pas? Oh, bah alors là, c'est une colle que tu... le gras du mouton, il est dans la queue. Hein, chez les moutons asiatiques, c'est vraiment... il est concentré dans la queue. Ça, c'est caractéristique de la nourriture, par exemple, des Bédouins. Oui. Donc, au début de l'épopée arabe, et les premiers textes culinaires évoquent cette graisse de queue de mouton. C'est pour ça que je pose un peu la question. Évidemment, ça fait une grande différence avec ce qu'ils vont rencontrer en Occident ou ailleurs en Orient. On appelle d'ailleurs le mouton à queue grasse. C'est ça, exactement. Il a une queue très importante et c'est grasse. C'est ça, exactement. Donc Sandrine Ruhlmann, elle a travaillé dans le livre sur la culture matérielle. On a eu un chercheur de l'université du Negev, qui est donc israélien, et qui a travaillé sur la nourriture, sur l'implantation de McDonald's chez les Bédouins. Ah oui, McDonald's dans le désert. Voilà, McDonald's dans le désert. Alors c'est quoi? C'est horrible ça? Non, il n'y a pas de McDonald's dans le désert, mais en fait, il y a une ville qui a été construite dans le désert, qui est la ville de Beersheba, ou dans laquelle se trouve d'ailleurs l'université du Negev. Et dans cette ville, McDonald's s'est implanté. Et les Bédouins, parce qu'il y a quand même une grosse communauté de Bédouins, viennent en ville, et il s'est intéressé à la fréquentation du McDonald's. Et il s'est rendu compte que ce sont surtout les femmes qui viennent avec leurs enfants chez McDo pour discuter, pour rigoler ensemble, etc. Et il a travaillé sur cette socialisation des femmes chez McDo. C'est une sorte, McDo est presque vu comme un espace de libération des femmes, en fait. Parce que dans une société avec un pouvoir patriarcal très important, où les femmes ont peu de liberté, eh bien, elles ont trouvé dans cette structure un espace pour elles. Voilà. Donc ça, c'était... C'est rigolo ce que tu racontes, parce que récemment, j'étais à Fès au Maroc, et au centre de Fès, il y a également un McDonald's, et quand on regarde les populations qui fréquentent le McDonald's, effectivement, il y a énormément de femmes avec leurs enfants, des jeunes aussi, mais surtout, parmi les jeunes, c'est aussi surtout des filles. Un espace de liberté. J'avais pas fait le rapprochement, mais là, ça me revient en image. Voilà. Alors, sinon, il y a eu un article très intéressant aussi dans le livre de Chantal Crène, qui est une collègue de Bordeaux et qui travaille sur les migrants sénégalais qui vivent à Bordeaux. Et elle s'est intéressée à la manière dont les retraités, ces migrants retraités à Bordeaux, font le lien avec le Sénégal. Ils rentrent régulièrement à Dakar. À Dakar, ils apparaissent comme une classe sociale plus élevée que les autres
et ils mangent plutôt à l'occidental, etc. Donc là-bas, l'alimentation et leur provenance, disons, leur donnent un statut social supérieur. Par contre, quand ils reviennent à Bordeaux, leur nourriture sénégalaise qu'ils préparent aussi, qu'ils consomment en plus de la culture, de la nourriture française, on va dire. Mais la nourriture sénégalaise, quand elle est consommée aujourd'hui, dans ces générations-là, alors qu'au départ, elle était considérée comme une nourriture de migrants, c'est-à-dire assez dévalorisante, maintenant, c'est devenu une nourriture ethnique. Donc, on la valorise. Et elle montre comment, finalement, quand on passe d'un continent à l'autre, que les gens... voilà, comment il y a une transformation du statut de l'alimentation. Alors, sinon, on a eu aussi, chez les historiens, un article qui retrace l'itinéraire d'un voyage d'un prêtre italien au XIXe siècle. Il se promène dans le nord de l'Italie, il se définit comme un prêtre gourmet et il va raconter, alors là peut-être tu as des choses à rajouter tout à l'heure, Bruno, et il va raconter tout ce qu'il va manger et comment, il donne tous les menus, les endroits où il va, il se régale, etc. Donc c'est une forme de tourisme alimentaire, mais fait par quelqu'un qui est qui est un prêtre, qui se promène dans le nord de l'Italie. Oui, ça me rappelle effectivement un prêtre qui s'appelait Paolo Santonino, qui vivait à la fin du XVe siècle, dans le nord de l'Italie, et qui a suivi son évêque lors de la visite pastorale, c'est-à-dire lors de l'inspection des curés. Et à cette occasion-là, il note avec vraiment très scrupuleusement les repas qu'il fait, tout ce qu'il mange. Et c'est extraordinaire parce que c'est un témoignage assez précis pour une période où on n'a pas toujours des informations précises sur ce qui se passe dans des régions qui sont un peu des régions de confins. D'ailleurs, c'est des régions de conflit aussi. C'est la Styrie, par exemple, la Carinthie, la Carniole, donc nord-est de l'Italie, pas loin des Balkans et pas loin de l'Autriche aussi, en lien avec l'Autriche. Régions qui ont été envahies à cette époque-là par les Ottomans, qui ont détruit pas mal de lieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voyager. Mais du coup, c'est des zones de confins italo-germaniques avec des nourritures très différentes. Donc on voit que localement, il y a des choses, il y a des spécialités, il y a des coutumes. Et par exemple, Paolo Santonino n'arrête pas de se plaindre parce qu'on lui sert de la choucroute à chaque repas, il n'en peut plus. Et on sait que la choucroute, c'est effectivement une tradition germanique importante depuis le Moyen-Âge. Là aussi, conservation de... Ah oui, bien sûr, conservation, mais là, c'est un goût. Donc, le goût du chou fermenté. Et donc, c'est pas forcément un goût très répandu, en effet. Et donc, les Italiens, ils n'aiment pas, ça, c'est sûr, de l'époque. Et alors, Isabelle, quels sont tes terrains de recherche du moment? Parce que je crois que tu travailles sur l'Antarctique, c'est ça, les expéditions polaires? Oui, alors après avoir travaillé longtemps en Mongolie, je travaille aussi depuis quelques années en Sibérie, où on a monté un groupe de recherche avec des collègues de l'université de Yakoutsk pour aborder la question des métissages alimentaires, puisque ce sont des régions, cette région de Yakoutie, qui sont très très intéressantes sur un plan ethnographique. Et on l'a abordé là, pour le coup, par le biais vraiment de l'alimentation, parce qu'on a beaucoup de communautés autochtones différentes, il y a presque une centaine d'ethnies, c'est 1 million d'habitants, c'est très peu de monde dans un territoire monumental, et avec une grande mixité de population. Alors il y a des Russes, il y a des Yakoutes, et puis il y a tous les peuples autochtones, les Évènes, les Yukaghirs, enfin bon, tous les peuples qui étaient des nomades aussi, des peuples nomades. Et cette rencontre de toutes ces traditions alimentaires a engendré, on va dire, des modèles qui sont tout à fait intéressants à étudier. Donc on a monté un groupe de recherche pluridisciplinaire d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi avec des médecins, avec des linguistes pour aborder ça. Et à côté de ça, j'ai eu envie il y a 2 ans, la recherche, c'est toujours amusant parce que c'est vrai, on se demande comment les sujets viennent. Et en discutant avec un océanographe qui revenait d'une expédition aux îles Kerguelen,
Et en le faisant parler de cette expédition de façon très simple, enfin, raconter le quotidien, je lui demandais qu'est-ce qu'on fait tous les jours quand on est océanographe dans un endroit perdu comme ça, etc. Et là, j'ai été vraiment frappée par l'importance de l'alimentation dans ces endroits qui sont lointains, confinés, difficiles. Alors, on n'était pas encore dans la perspective, dans le contexte, on va dire, du confinement d'aujourd'hui, mais j'ai eu envie de construire un projet de recherche sur comment on fait société, finalement, dans des endroits hostiles et confinés. Et l'Antarctique était une option. Et donc, j'ai déposé un projet de recherche qui vient d'être retenu et qui porte sur la manière dont on fait société de façon large. Hein, mais quand on fait société, l'alimentation, elle est hyper présente aussi. Donc, ça va être aussi... Alors là, je travaille beaucoup, je lis beaucoup, avant de pouvoir un jour peut-être aller en Antarctique, parce que pour le moment, c'est quand même un petit peu, un peu compromis. Mais d'aller... Alors, c'est un projet de recherche que j'ai monté avec un collègue strasbourgeois qui s'appelle Bernard Ancory, qui est épistémologue, et qui, lui, va travailler plutôt sur la perspective du temps. Et moi, je suis très intéressée par l'alimentation, et tous les travaux que je lis aujourd'hui me disent que oui, c'est une bonne... c'est un bon filon pour aborder ces questions-là. Alors, moi, une question que je me pose, tu parles d'un milieu confiné. Là, on vient de vivre 2 mois de période de confinement. Je ne sais pas vous, mais j'ai pris 3 kilos. Oui, alors la question que je me pose un peu plus que la moyenne des Français, il paraît. Ben oui, parce que bon, j'en ai profité pour me faire des bons petits plats tous les jours. Et, est-ce que les gens qui travaillent comme ça aussi dans des milieux confinés, est-ce qu'ils attachent encore plus d'importance à leur alimentation? Parce que l'alimentation devient loisir aussi à un moment donné. Certainement, parce que, enfin, je ne sais pas si les gens qui font... L'étude que je vais faire porte sur les bases scientifiques en Antarctique. Donc ce sont... D'ailleurs, il n'y a rien d'autre que les bases scientifiques, il n'y a pas d'autochtones, personne ne vit dans ces endroits-là. Il n'y a que des chercheurs. Donc ce sont des bases scientifiques, quelques animaux. Mais ce sont des bases scientifiques qui n'accueillent que des chercheurs. Et ces chercheurs, ce n'est pas leur lieu de vie ordinaire. C'est-à-dire que nous, quand on s'est retrouvés confinés, on s'est quand même retrouvés en général confinés chez nous. Donc c'est notre environnement. C'est nous qui faisons la cuisine. On pouvait malgré tout aller faire des courses. Dans ces endroits-là, on est dans la même perspective que tout à l'heure, enfin des grands voyages. Ces bases sont ravitaillées. On apporte le ravitaillement pour 2 ans. Il faut pouvoir tenir 2 ans parce qu'au cas où il y a une catastrophe, un bateau qui explose, je ne sais pas quoi, une catastrophe climatique, que les gens soient coincés, il ne faut pas qu'ils meurent de faim non plus. Donc, il y a des grands stockages de nourriture sur place. Et le moment de l'alimentation, d'après ce que je peux lire, pour le moment, mais c'est ce que je verrai sur place si j'y vais un jour, c'est un moment de grand plaisir, quoi. C'est pour ça que les cuisiniers et les pâtissiers qui vont là-bas sont choisis avec beaucoup de soin. L'ancienne cuisinière de François Mitterrand. Voilà, dont on parlait. Dans le film La cuisinière de l'Élysée. Oui, comment ça s'appelait avec Catherine Fro, non? Oui, c'est Catherine Fro, ça s'appelait les... oui, ça va nous revenir. Mais c'était la cuisinière personnelle de Mitterrand. Et en fait, après, effectivement, elle demande de partir en Antarctique. Voilà. Il faut des bons cuisiniers. Voilà. Ils ont eu de la chance. Hein. Oui. Et est-ce que quand même, dans cette équipe scientifique, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas si on peut pêcher ou si on peut chasser en Antarctique? Alors, je ne pense pas que les chercheurs qui travaillent sur les bases vont chasser ou pêcher. Je ne suis pas sûre. Par contre, dans les récits qu'on voit... Ça pourrait améliorer l'ordinaire. Ça pourrait améliorer l'ordinaire, oui, tout à fait. Mais je ne sais pas précisément. Je n'ai pas les listes encore. C'est pas des espèces protégées maintenant, ces espèces. En plus, tout est... Les poissons, peut-être que les poissons éventuellement, j'en sais rien. En tout cas, les manchots... Là, quand on lit les récits, des voyageurs du début du XXe siècle, ceux qui ont découvert l'Antarctique, alors eux, ils y allaient à tour de bras, ils pêchaient, ils chassaient, ils mangeaient du phoque, ils mangeaient des manchots, avec parfois beaucoup d'appréhension, parce que enfin pas d'appréhension, mais de tristesse, parce qu'ils trouvaient que c'était des animaux vraiment sympathiques et que c'était horrible de les tuer, mais bon, il fallait bien avoir un peu de viande fraîche.
Mais là, maintenant, tout est tellement protégé dans l'Antarctique, c'est quand même un continent qu'on appelle le continent de science et de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tout. Et les protocoles pour partir sont extrêmement rigoureux, parce que, évidemment, et là, par exemple, le Covid, il est exclu d'envoyer des gens aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas apporter ce virus sur cette terre. Alors, pour en revenir à l'alimentation, je ne sais pas comment aujourd'hui c'est fait, mais pour le moment, j'essaye de comprendre comment les premiers voyageurs, eux, ont procédé. Oui. Isabelle, si... Et il y avait, pardon, dans les récits du 19e, c'est marrant, enfin du début du 20e, ce qui est amusant, c'est que les navigateurs, ils partent pas très nombreux, ils sont une trentaine sur les bateaux. Ils ont un cuisinier et ils ont un maître d'hôtel. Ah, ben voilà. Il y a la mention du maître d'hôtel aussi. Hein. Et alors, la mention du cuisinier, c'est très marrant, parce que là, pour trouver un cuisinier, ils mettent des annonces, ils veulent quelqu'un qui soit pas trop difficile, qui n'ait pas peur du froid, qui n'ait pas... Voilà, les critères sont assez amusants quand on lit les recrutements des cuisiniers pour partir loin comme ça. Et ça serait intéressant un jour de faire un numéro d'Aimé Démo peut-être sur cette cuisine de confinement, que l'on soit dans l'Antarctique, sur une plateforme pétrolière ou au Moyen-Âge, dans le cadre d'un siège, d'un monastère reclus, sans ouverture sur le monde. Donc ça serait intéressant, Bruno, une idée à creuser. Peut-être, en effet. Et maintenant, nous allons vous proposer quelques pistes de lecture. Alors Isabelle, on peut commencer par toi. J'ai déjà parlé tout à l'heure du livre de Sandrine Ruhlmann, L'appel du bonheur, le partage alimentaire. Je trouve que c'est un thème intéressant parce que ça montre que pour les populations nomades, manger, c'est jamais manger seul. On revient à l'histoire du nomadisme. C'est toujours partagé. Donc l'appel du bonheur, elle montre bien que l'important, c'est de partager pour pouvoir attirer la prospérité et la chance chez soi et la partager avec les autres. Donc partager, manger, c'est toujours à la fois s'attirer la chance et en même temps la redistribuer. Et puis j'avais ce deuxième ouvrage, puisqu'on a parlé de l'Antarctique, c'est 15 mois dans l'Antarctique. Un des premiers explorateurs de l'Antarctique est un Belge et qui est parti sur un bateau qui s'appelle la Belgica et dans lequel il raconte justement ce voyage et il donne toute une série de recettes de cuisine sur le navire. T'en as des enfin, pas des recettes, pardon, c'est plutôt des menus. Oui. Alors, par exemple, il dit « Voici un menu complet d'une journée prise au hasard. Le matin, café, pain, beurre, marmelade d'orange. » On est en 1903. Hein. Café, pain et beurre, marmelade d'orange. Midi, purée de pois, lard avec pommes de terre et choucroute, tête de veau tortue, raisin de Malaga. Et le soir, riz au gras, pâté de foie de porc, maquereau à l'huile, thé. Il faut du gras. Hein, il faut du gras. Mais alors, ce qu'il raconte aussi, et Charcot dit la même chose dans ses récits, c'est qu'en fait, il y a des menus avec des titres ronflants. Et rien que c'est le titre, en fait. C'est l'appellation. Parce que ce sont des choses assez simples qu'ils vont manger, mais on va les parer de termes qui donnent envie. Quoi, voilà. Donc, l'habillage est important. Ça compte. Ça compte. Voilà, pour moi. Bruno, là, retour au Moyen-Âge ? Pas uniquement. Donc, deux ouvrages qui ne sont pas récents. Hein. D'abord, les actes d'un colloque qui s'appelle Le désir et le goût, une autre histoire, 13e, 18e siècle. En fait, c'est les actes d'un colloque qui avait été organisé à la mémoire du grand historien de l'alimentation qui était Jean-Louis Flandrin. Et Jean-Louis Flandrin, c'est l'historien qui a sans doute lancé les études historiques sur le voyage et les récits de voyageurs comme source historique. Donc c'est pour ça que je voudrais rappeler ça, outre le fait que j'ai commis un petit article à l'intérieur. Voilà, justement sur cette question du voyageur. Et puis, deuxième ouvrage, ça c'est dans la série Table des Hommes, qui est la série donc, publiée par les presses universitaires François Rabelais, qui s'appelle L'assiette de touriste, le goût de l'authentique.
Le touriste, on n'a pas beaucoup parlé, hein, on a parlé du pèlerin, etc. Le touriste n'existe pas au Moyen-Âge, bien entendu, hein, mais c'est aujourd'hui une des modalités principales, on va dire, de cette expérience alimentaire du voyageur. C'est celle du touriste. Donc là aussi, c'est un recueil d'articles, c'est un ouvrage collectif, à mon avis, très intéressant. Alors, moi, je vais vous présenter quelque chose de complètement différent. Il s'agit des apéros historiques aux éditions La Muse. L'auteur, Julien Pintos, est parti du principe que si un grand personnage de l'histoire vous invitait à prendre l'apéro chez lui, qu'est-ce qui pourrait nous servir? Donc, on a 5 grands personnages, Ragnar Lodbrok, Saladin, Édouard... Je ne savais même pas qu'il existait. Édouard III d'Angleterre, Montezuma et Atahualpa. Donc, on est vraiment un petit voyage au niveau mondial. C'est ça. Et outre le contexte historique, une biographie du personnage, une chronologie également, des repères sur l'alimentation que l'on trouve dans ce pays, les sources, les ingrédients utilisés, et ensuite voilà, des idées de recettes avec de très belles photographies qui donnent envie de découvrir des recettes originales sous forme d'un apéritif dînatoire. Voilà, donc les apéros historiques, le volume 2 qui vient de paraître est sur le Moyen-Âge, il existe déjà un tome 1 sur l'Antiquité. Eh bien, chers amis, cette émission est désormais terminée sur cette thématique de cuisine et de voyage sur laquelle nous avons eu le plaisir d'accueillir Isabelle Bianchi. Merci à vous. Et donc, n'hésitez surtout pas à liker, mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas non plus que cette émission est avant tout la vôtre. Et si vous avez des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent ou des suggestions à nous faire, eh bien nous sommes entièrement à votre écoute. Merci et à bientôt.